bienvenue à la collection Crise au temps du numérique. Merci. Contente donc que vous ayez accepté cette invitation pour discuter de divers sujets, notamment du travail, du stress au travail, de la gestion aussi du travail et du bien-être en période de crise. Alors, je vais vous présenter rapidement, après une maîtrise de philosophie que vous avez obtenue à l'Université Sherbrooke et une maîtrise en sexologie à l'UQAM. Vous êtes journaliste principale du Montréal pour enfants et depuis 15 ans, vous rédigez des articles de vulgarisation sur l'éducation et la psychologie. Vous avez également coordonné durant près de 5 ans le département documentaire du Centre de référence du Grand Montréal, expérience de gestion durant laquelle vous avez élargi vos champs de recherche et de connaissances aussi. Du coup, vous êtes beaucoup intéressé au sens que l'on donne au travail, à la vie. Vous écrivez « La vie est avant tout une quête de sens entre divers éléments de notre existence ». Vous avez, entre autres, de réussites de carrière, gagné 2 prix nationaux en journalisme attribués par le Conseil national du loisir. Vous avez abordé la question de la consolidation d'équipes sous un angle plutôt ludique. Toutefois, vous vous êtes par ce biais intéressé aux dynamiques profondes et à développer des réflexions innovantes en vulgarisant de nouveaux champs de connaissances que vous partagez généreusement sur votre portail, puisque vous êtes fondatrice de ce portail web créé il y a 3 ans et qui se nomme le portail Immersion. Un portail dans lequel je me suis régalée à lire vos articles et qui est un puits de connaissances. Alors, dotée d'une soif de savoir, curieuse, vous avez une plume sensible, des réflexions bien sûr philosophiques, il me semble, et sociologiques aussi. Vous avez rencontré nombreux chercheurs, auteurs, professeurs d'université que vous citez, penseurs de différentes disciplines. Vous êtes selon moi un réservoir, je répète, de contenu et connaissances partagées et j'invite les auditeurs, en tout cas les gens qui écouteront et cette vidéo et en audio, à visiter votre portail Immersion. Donc, vous avez écrit plusieurs articles sur cette situation de crise et le confinement dernièrement, que vous avez partagé sur LinkedIn et d'autres réseaux sociaux. Une crise des crises, l'étymologie crise, c'est un passage d'un état à l'autre, crisis, c'est aussi changer malgré soi. Vous employez le terme adaptation, moi j'ajoute résilience, grande tolérance devant l'incertitude, je vous cite, face à l'explosion des nouvelles technologies et façons de faire. Façon de travailler, nouvelle façon de travailler, de communiquer avec cette crise pandémique. Tout le monde n'a pas été en télétravail avant la crise pandémique ou sanitaire. Peut-être même, vous dites, se prépare-t-on à affronter les prochaines grandes crises ou pour le moins ces mini-crises qui ponctuent le quotidien. Qu'entendez-vous par les micro-crises qui ponctuent le quotidien versus les grandes crises? Je pense que les entreprises sont toujours en changement, sont toujours confrontées à de l'imprévu. Et puis, maintenant, ils vont avoir dans leur bagage la possibilité de faire un peu de télétravail s'ils ont une situation à régler, ou ils vont maîtriser beaucoup plus d'outils pour être capables de se dire, bon, ben maintenant, on a un plan A, un plan B, un plan C. Par exemple, quand je travaillais au Centre de référence du Grand Montréal, c'était après la crise du verglas. Et puis, pour essayer de prévoir les prochaines crises, ils se sont dit, là, c'est sûr qu'il faut tout garder version papier, version carton, comme ça, si jamais il y a une grande panne, on va avoir tout ce qu'il faut. Mais jamais, mais ils se méfiaient beaucoup, ils disaient aussi encore, il y a un grand bug qui cause un problème à toute notre technologie, il faudrait qu'on puisse réagir, mais il n'avait jamais pensé que le problème, ça puisse être un jour qu'on n'ait plus accès aux documents physiques. Alors maintenant, on va être beaucoup, on s'est préparé à différentes crises qui pourraient arriver et qui pourraient nous empêcher d'avoir accès à nos outils physiques. Ben, plus là-bas parce que je suis plus là-bas, mais dans différentes circonstances, maintenant, on va être beaucoup plus souple. Puis les gens vont avoir acquis des compétences aussi. Ils vont avoir pris confiance en eux. Ils vont savoir qui est capable de faire quoi, entre autres. Donc, on va plus digitaliser finalement tous les documents. Puis, certaines personnes qui sont capables il va y avoir aussi des changements de culture. Je pense que dans les dernières années, pour toutes sortes de raisons, qui étaient plein de bonnes raisons, on a beaucoup valorisé le travail de groupe, la collaboration.
Je pense pas que grand monde pouvait réussir à se vendre dans un emploi en disant qu'il aimait mieux le travail individuel, par exemple. Parce que, quelque part, avec le roulement énorme des employés, il fallait que tout le monde réussisse à être interchangeable assez vite parce que les emplois étaient plus, je dirais, créatifs qu'avant. Alors, il fallait que les gens apprennent à collaborer parce que tout allait vite. Alors, il fallait s'adapter. Puis, il fallait souvent, chacun avait des connaissances bien pointues. Puis, en même temps, il y avait des questions d'acceptabilité sociale qui faisaient que vraiment, justement, on pouvait plus se passer de la collaboration. Mais maintenant, il va falloir adapter cette collaboration-là à d'autres contextes où on n'est plus nécessairement tout le monde ensemble au même endroit. Donc, à ce moment-là, je pense que ça, c'est le genre de mini-crise qui peuvent se présenter. On a quelque chose à régler, mais là, on ne peut pas être tout le monde ensemble et il faut que ça se règle tout de suite. Maintenant, c'est plus un incontournable. On est capable d'affronter des situations comme ça. On n'aura pas le choix d'apprendre à les affronter maintenant. Il y a quand même, il faut penser que on n'est pas parti de rien quand même. C'est important d'en tenir compte. Avant qu'on ait cette espèce de raz de marée-là qui nous emporte, il y avait quand même des pratiques à succès. Je veux dire, la plupart des travaux qui parlaient de télétravail en parlaient comme quelque chose de positif. Ça touchait pas tout le monde, ça touchait des personnes qui avaient eu des ententes particulières avec leur patron habituellement, donc c'était fait d'un commun accord. Ça aidait beaucoup. Mais n'empêche il y a eu des recherches qui ont été faites, on a vu des exemples où ça fonctionnait selon certains facteurs. Il y avait aussi des outils qui se sont développés, puis il y avait aussi un accueil assez favorable qui s'était déjà fait des services en ligne. Et il y avait des problèmes aussi qu'on n'avait pas encore réglés, mais qui étaient déjà associés, puis qu'on connaissait déjà, qui étaient bien identifiés, qui étaient liés à la technologisation des pratiques de travail, là. Okay. Comme par exemple, les communications qui pouvaient être plus difficiles quand on se met à se parler en s'envoyant des tonnes de courriels. Bon, quand j'en ai parlé aux experts du télétravail, ils disent juste que c'est des mauvaises pratiques de travail, mais c'était déjà quand même là. Et aussi, plus spécifiquement dans le domaine de la consolidation d'équipe, une chose qui m'a frappée et qui m'a été dite souvent, c'est que souvent les gens travaillent ensemble, mais ils se connaissent même pas parce que dès qu'ils ont une pause, ils se retirent avec leur téléphone. Et donc, déjà, les gens vivaient des problématiques de télétravail avant d'y être. Ils ne socialisaient pas toujours. Moi, là où ça me frappait le plus, c'est quand je vais dans des soirées de réseautage. Les gens payent des fortunes, mettent leur gros veston, ils s'accaparent du temps précieux pour être ensemble. Qu'est-ce qu'ils font rendu là-bas? Chacun est trop gêné, ils se mettent sur leur téléphone. Je veux dire, déjà, il y avait des problèmes qui étaient connus. On n'a pas ni inventé ni les problèmes du télétravail, ni les solutions. Ils étaient déjà là. On était rendu à faire un saut. Il y avait des réunions qui ont été mises en place en déposant le téléphone à l'entrée de la réunion. Je trouve que c'est une excellente idée. En tout cas, dans les activités de consolidation d'équipe, des fois, il y en a qui l'obligent et c'est difficile. Ils sont capables d'amener les gens à faire de l'escalade dans des montagnes de roches, à travers des chutes. Ils sont capables de les faire coucher ensemble dans des tipis, mais leur faire enlever leur téléphone, c'est difficile. Merci. Alors, d'après vous, justement, vous parliez finalement de problèmes qui existaient, qui préexistaient même, qui existaient avant la crise et qui continueraient à exister, certains problèmes fonctionnels, bien de relations humaines, interpersonnelles, etc. Mais quel est le rôle, en fait, j'ai intitulé cette collection Crise au temps du numérique parce que je trouve que c'est une idée forte. On a vécu des crises, des pandémies, des épidémies, mais aussi fortes avec le numérique et en confinement, je pense que c'est une première dans l'histoire, en tout cas de la modernité, on va dire. Quel est le rôle, d'après vous, du digital, du numérique dans le vécu de cette crise? Je dirais que ça va exacerber certaines problématiques qui étaient déjà là. C'est sûr que là, on vit de l'isolement. Je pense qu'il y a toute une différence entre les gens que je vous parlais tantôt qui allaient faire du réseautage tout ensemble et les gens qui prennent conscience de leur état de solitude. Si maintenant on veut de l'aide, il faut savoir demander de l'aide. Avant, on pouvait observer les autres. On pouvait apprendre en observant les autres aussi. Maintenant, il faut des formations plus structurées, puis on peut plus nécessairement, en tout cas, ou bien si on veut apprendre par soi-même, il faut être beaucoup plus habile et avec les technologies et avec l'auto-apprentissage, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Il peut avoir aussi une gestion de l'information qui peut être plus complexe, je dirais. Qu'est-ce qu'on dit à quoi, à qui, quand, pour pas que personne se sente délaissé, sans bombarder les gens de courriel. Puis c'est beaucoup plus difficile aussi de prendre en considération le contexte quand on parle à quelqu'un pour être capable de comprendre pourquoi la personne n'est pas tout à fait disponible. Puis on tombe aussi dans un contexte ce que je trouve très concret quand je vois des formations maintenant. Des fois, puis je me surprends à le faire moi-même quand je suis en train de suivre mon cours qui porte justement sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas m'empêcher de taper. Puis là, en même temps que je suis en train de me faire dire que souvent, les gens sont moins attentifs pendant une formation parce qu'ils ont tendance à faire 20 choses en même temps, je me dis, il ne faut pas faire ça, mais je le fais en même temps. Il faut être très performant rapidement. Ça laisse moins de place pour l'informel, pour créer des liens. Donc, puis il y a des facteurs qui sont beaucoup plus aggravants, je dirais, en ce moment, notamment parce que la situation n'a pas été choisie. Ça ne vient pas d'une entente entre quelqu'un qui avait le goût d'être plus autonome et quelqu'un qui avait le goût de donner de la liberté. Il faut s'adapter rapidement. Les gens n'étaient pas prêts. Certains n'avaient pas envie de le faire. Puis, en plus de ça, les gens arrivent dans un contexte de précarité d'emploi, puis de changement d'influence aussi autour d'eux. Admettons, s'il y en a un qui a perdu un emploi dans le couple, par exemple, les rapports de force peuvent changer. Il faut gérer l'équilibre travail-famille avec les enfants qui sont à la maison en plus. Ça fait beaucoup de changements à gérer en même temps. En effet. En effet, on passe sur le thème justement bien-être au travail, sens du travail. Brièvement, que pensez-vous donc des défis qu'ont les dirigeants, d'un côté les dirigeants, les entreprises, et d'un autre côté les travailleurs pour la gestion actuelle justement de leurs tâches, avec bien sûr, comme c'est subi, en effet, la question de la conciliation travail-famille, travail à domicile et famille et enfants, et des fois formation, et aussi peut-être réseautage aussi. Donc tout ça, ça tombe d'un seul coup. Alors comment les dirigeants, eux, s'y prennent, en tout cas les dirigeants d'équipe, et comment les travailleurs aussi, ils sont confrontés à quels défis, quelles sont les qualités ou bonnes pratiques à avoir, par exemple, aussi bien du côté des travailleurs que d'un leader dans ce contexte. Ben, c'est sûr que en ce moment, pour ce qui est des aptitudes qui vont être interpellées chez les employés comme chez les employeurs, ça va peut-être être moins celles qui ont été valorisées activement jusqu'ici. Il va y avoir des valorisations de profils différents. On a peut-être, bon, pour commencer, les gens qui ont beaucoup besoin d'être rassurés, de se sentir d'avoir des formes de valorisation extrinsèques pour avoir envie de continuer à travailler, qui ont besoin du soutien des autres, ils l'auront plus aussi automatiquement. Je pense que les personnes, par contre, qui ont moins de besoin de socialisation vont y trouver peut-être un peu plus leur compte. Et ça va aussi être le cas de ceux qui sont capables de s'autocritiquer, de se fixer des objectifs, de se discipliner. Quoique ça, c'est des chercheurs qui me le disent, c'est pas nécessairement moi qui l'ai observé directement, mais ce que je pense personnellement, c'est que ça va aussi prendre des bons communicateurs, parce que quand on se donne un moment précis pour tout échanger, et ceux qui vont mieux s'en sortir, c'est peut-être ceux qui savent écouter, mais ceux qui savent passer leur message rapidement, efficacement, comme des gens qui réussissent à se rendre populaires sur leur profil Facebook, finalement. Et puis aussi, il va y avoir, les gens vont être probablement plus évalués au rendement. Et s'il y a des gens qui sont moins productifs, parce qu'il y en a souvent dans des équipes, ces gens-là vont trouver ce moment-là particulièrement dur. Ça va être un test très rigoureux pour eux. Pour ce qui est, je vous dirais plus du côté des leaders, je pense que le grand défi, ça va être d'avoir très peu d'indices
pour aller au-devant des besoins d'une équipe qui est probablement en grande demande de support parce que pour eux, la situation est assez nouvelle. Et quand il y en a un qui se décide de demander quelque chose, il faut être disponible. Alors, les leaders doivent avoir une disponibilité accrue. Donc, c'est pas parce qu'ils sont chez eux qu'ils sont plus libres, loin de là. Puis, ils doivent aussi faire un effort supplémentaire parce que l'attachement au travail, de prime abord, va dépendre beaucoup plus d'eux, étant donné que les pairs sont moins présents. Mais d'un autre côté, outre qu'il faut le fait qu'il faut qu'ils soient des bons organisateurs, qui sachent distribuer la bonne information au bon moment à la bonne personne, il faut aussi qu'ils deviennent à quelque part des animateurs parce que c'est trop demander à une seule personne de faire reposer tout l'attachement au travail. C'est une stratégie qui est trop risquée. Alors, il faut qu'ils réussissent à mobiliser les autres employés, qu'ils réussissent à créer une vie. Puis c'est peut-être pas nécessairement la spécialité d'un leader de réussir à jouer un peu au coach, au géo pour amener les gens à se parler entre eux, prévoir des moments, puis en même temps pas être trop intrusif parce qu'on peut pas forcer les gens à se parler s'ils n'ont rien à dire. Alors, ça va demander un grand talent de ce côté-là. Tout à fait. Alors que ben, aussi, on se retrouve finalement à devoir être performant en télétravail, même si on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, mais aussi à gérer le stress, des nouvelles habitudes, du travail en équipe, en tout cas en visioconférence, etc., des Zooms qui rentrent, des courriels, etc. Quelle est la question alors du bien-être, de la gestion de stress et aussi l'idée de la culture d'entraide, hein, qui a été justement employée par Louise Charette. Elle a parlé aussi d'une culture d'entraide à encourager. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire actuellement de développer cette culture d'entraide ou de Je la pense, développer? je pense que la culture d'entraide est plus nécessaire que jamais. De là à savoir si on va l'avoir, si on va l'atteindre rapidement, si on va réussir c'est ça, à être à la hauteur de nos attentes rapidement, ça, j'en suis pas si sûre. La seule chose dont je suis certaine, c'est que ça va dépendre d'un effort plus volontaire, notamment de la part du gestionnaire ou de personnes qui ont un leadership particulièrement informel, mais particulièrement marqué dans le groupe. Il existe déjà des moyens d'amener les gens à aller chercher ce côté-là d'empathie, ce côté-là plus d'entraide. Les gens s'organisent déjà. En tout cas, quand je faisais des articles sur la gestion de crise, on parlait de 5 à 7 que les gens avaient pris l'habitude de s'organiser, des rituels où les gens se remerciaient les uns les autres de manière peut-être un peu plus mécanique au début, mais qui finissaient par passer. Côté team building, moi, j'étais, consolidation d'équipe, j'étais très étonnée de voir que, bon, souvent, c'est des industries qui sont très instinctives, c'est des industries, je vous dirais, un peu champignons, qui naissent, puis qui meurent, puis qui grossissent dans ce domaine-là. Puis, il y en a au moins 2 en ce moment, par exemple, qui ont commencé à faire des jeux d'évasion en ligne pour s'amuser, tout ça, pour amener les gens à collaborer dans quelque chose qui est peut-être moins qui les met peut-être moins en question que le travail. Il y a des jeux questionnaires, il y a plein de jeux. Mais d'un autre côté, je suis pas sûre que c'est la solution à tout parce que, bon, d'habitude, quand je parle de consolidation d'équipe à des experts, ils disent faites attention, il faut que vous planifiez ce que vous vouliez, il faut que vous ayez des objectifs clairs. Mais dès qu'il est question de gestion en situation de crise ou de télétravail, ce qu'on me dit, c'est surtout, il faut des moments où vous arrêtez d'avoir des objectifs. Ce qui est très étonnant dans ce que je vois en ce moment à propos de la consolidation d'équipe, c'est que autant d'habitude, dans d'autres contextes, on disait la consolidation d'équipe doit être extrêmement structurée, doit être basée sur des objectifs, autant quand on parle d'un contexte de crise où les gens ont besoin de décompresser ensemble, on dit qu'il faut que l'objectif, c'est avant tout de ne pas avoir d'objectif. C'est avant tout de passer du bon temps ensemble. Mais malgré tout, je crois que maintenant, les pairs pourront pas faire tout le travail. Ça va être beaucoup le milieu naturel qui va avoir une influence énorme sur les télétravailleurs, sur
la considération sur le rôle qu'ils donnent à leur travail. Pour le meilleur et pour le pire, ça va être une influence qui va être non négligeable. Les pères vont en perdre un peu et la famille, les proches vont en prendre beaucoup. Est-ce que vous pourriez éclaircir cet aspect? Les pères vont en perdre et la famille va en prendre beaucoup? Ben, je pense qu'avant, on voyait les autres, on n'avait pas besoin de faire un effort pour aller vers les autres, puis on pouvait saisir rapidement le contexte où quelqu'un se trouvait. Quelqu'un n'avait pas à nommer sa vulnérabilité, son besoin d'aide. Les gens, c'était beaucoup plus facile de s'organiser sans même s'en rendre compte, des solutions où chacun était gagnant de son côté, où on avait avantage à ce que l'autre se sente bien tout de suite, puis de voir rapidement ses besoins pour régler le problème, pour pouvoir soi-même pouvoir passer à une autre étape. Maintenant, tout ça, ça s'organise tranquillement. Puis c'est aussi le fait que la famille est là, elle est proche. On dépend, si une bonne journée de travail dépend de si le petit dernier a bien fait sa nuit ou l'a pas fait. Ça dépend aussi du soutien des fois, de la valorisation plus du partenaire ou de la partenaire qui va faire qu'on va se sentir fier de faire ce qu'on fait. Imaginez quand vous avez quelqu'un qui est avec vous à longueur de journée, qui trouve ce que vous faites méprisable ou qui vous admire pour ce que vous faites. Quand vous l'avez devant le visage à cœur de jour, maintenant, ça commence à jouer un rôle drôlement important. Puis, je pense aussi qu'il y a l'aspect que vivre seul, ça veut dire des fois manquer de soutien technique quand on est à trois puis que là-dedans, on a un qui maîtrise bien l'ordinateur. Ça fait toute une différence aussi. Là. Souvent, on va se référer plus à nos proches aussi pour des besoins de base là, qui sont, on dit, la survie virtuelle dépend des fois de notre entourage. Merci. Alors pour continuer dans ce bien-être au travail, thème qui vous est cher, hein, les Nations Unies recommandent, bon, je suis tombée sur un document du 23 mars, datant du 23 mars 2020, de développer les bonnes pratiques du télétravail en temps de pandémie et bien sûr insiste beaucoup sur le bien-être qui est un des éléments des objectifs du développement durable, l'ODD. Il faut pour cela, donc, il demande de supporter les travailleurs en travail à distance, de faire attention à leur santé mentale, à la gestion du stress, de s'assurer d'une bonne communication. Donc, il y a beaucoup de recommandations, ne pas leur faire subir trop de stress ou d'anxiété. Alors, le pour du télétravail, des enquêtes, il y a une enquête de Léger là, qui vient de sortir, plus de 70% des Canadiens apprécient d'être en télétravail, sont satisfaits d'être en télétravail. Le contre, d'autres souffrent de l'isolement à cause du confinement, certainement, d'excès de contrôle, Zoom, courriel, etc. Pour ceux qui ont une littératie numérique moindre, est-ce qu'il y a des façons de faire, des tactiques, des tactiques pour les encourager, en tout cas, à utiliser les outils numériques? Est-ce que vous avez des conseils à donner à ce niveau-là pour des gens qui sont moins habiles avec les technologies? Je sais qu'il y avait un article dans votre site et des recommandations qui ont été faites donc par Annie Foucro, qui est psychologue organisationnelle à l'UQAM. Mm-hmm. Et donc, qui a dit, les gens qui n'ont pas l'habitude des technologies pourraient commencer par ça, par ça, par ça. Est-ce que vous pouvez en parler des outils qu'on À peut... vrai dire, j'étais ébahie devant tout ce que disait Madame Foucro à propos de certains outils qui pouvaient être utiles. Moi-même, je pourrais dire que j'ai beau aimer le télétravail, je suis un peu dinosaure et je dois dire que je trouve la situation assez difficile. Je comprends très bien et je suis tout à fait, j'abonde dans son sens quand elle fait ressortir que il y a beaucoup d'outils qui ressemblent beaucoup aux outils qu'on utilise dans la vie courante. Par exemple, Skype, maintenant, en pitonnant par hasard, on s'est rendu compte qu'on était capable d'être à 3 ou à 4 sur Skype. Des outils comme ça qui sont déjà utilisés. Zoom, j'ai vu par exemple, je vous parlais des jeux, j'ai des gens qui sont allés tester des jeux d'évasion. Tout ça, ils sont mis sur Zoom dans un contexte ludique et ça a bien passé. Je pense que c'est des outils
comme ça qui vont être utilisés de manière plus ludique, qui vont avoir une meilleure durée de vie, étant donné que les gens sont pas là finalement pour donner un encadrement. Donc, moi, je suggérerais de beaucoup aux gestionnaires d'opter pour des outils que les gens vont avoir appris par plaisir, vont avoir appris avec leur père, qui ne nécessiteront pas nécessairement autant d'efforts de formation. Et je pense que les entreprises aussi vont se développer dans ce sens-là. Et puis, je remarque que des outils qui sont pourtant beaucoup plus valorisés, mais qui sont créés pour des contextes d'affaires. Quand on les utilise en contexte d'affaires, j'ai observé beaucoup plus de frustration. J'oserais pas trop dire lesquels parce que je veux pas avoir l'air si mauvaise que ça dans mes technologies, mais effectivement, c'est surtout les outils, la conversion des outils conviviaux qui apporte du plaisir. Par contre, je dirais qu'il faudrait éviter les stéréotypes à travers ça. On peut avoir tendance à penser que c'est sûr que les gens qui font déjà du télétravail en ce moment sont moins bouleversés par ce qui se passe, même ceux qui en faisaient à temps partiel. Par contre, il ne faudrait pas croire que il y a les gens qui sont aisés, qui ont des gros ordinateurs, qui ont de la facilité et les autres. Moi, j'ai fait ma maîtrise sur les jeunes de la rue. En sexologie, c'était sur les jeunes de la rue. Et puis, leur vie se passait en ligne. Bon, ça ne se passait pas dans une maison, ils n'avaient presque pas, mais ils réussissaient à avoir une vie virtuelle très, très riche quand même. C'était leur vie quotidienne qui les témoins. Alors, oui, il va y avoir de la difficulté avec les gens qui sont un peu moins à l'aise avec la technologie, mais il ne faut pas s'imaginer qu'il va y avoir les classes basses qui n'auront pas accès, puis les classes hautes. Ça va dépendre, à mon avis, beaucoup plus du côté humain qui va entourer ces choses-là. Est-ce que les gestionnaires sont ouverts au changement? Est-ce qu'ils sont prêts à faire confiance? Est-ce qu'ils ont choisi des personnes pour travailler qui aiment prendre des initiatives? Est-ce qu'ils ont eu quelques-uns ou ils ont juste pris des gens qui sont des bons exécutants? Est-ce que ils vont être, est-ce qu'ils vont être prêts à déléguer? Est-ce qu'ils vont se créer des moyens de formation? Est-ce qu'ils vont offrir des moyens techniques au bon moment à ces gens-là? Est-ce qu'ils vont s'arranger pour organiser leur information, les gens aient la bonne information au bon moment? Je pense que c'est surtout ces aspects-là qui relèvent pas nécessairement d'une grosse technologie, mais plutôt d'une grande capacité d'organisation entre humains. Tout à fait. En effet, l'organisation humaine est intéressante et puis aussi après la crise, de capitaliser toutes ces pratiques et puis de se dire, on est capable aussi de continuer après la crise Ouais. et d'apprendre et de pouvoir aussi se dire qu'est-ce qu'on en retient. Alors, vous parlez aussi du pouvoir salvateur de l'informel. Je voulais savoir dans les équipes de travail, au temps du numérique, comment on vit ce pouvoir salvateur, comment s'organise cet informel? Ben, moi, ce qui me fait rigoler quand on parle de l'informel, de ce que souvent les chercheurs appellent les soft skills, c'est que ceux qui ont le plus travaillé le pouvoir de l'informel, c'est souvent les gens qui, dans notre société, n'ont pas la réputation de s'intéresser beaucoup à ça. Si on regarde les grandes compagnies, compagnies technologiques, les ingénieurs, tout ça, c'est eux qui ont, par exemple, créé le manifeste agile et puis qui ont fait la promotion beaucoup de ce qu'on appelle les scrums, qui sont des pratiques pour être capable de favoriser les dialogues en continu, le suivi, valoriser les rapports humains plutôt que d'envoyer aux gens des piles de documents pour favoriser l'adaptabilité en temps réel par des rencontres humaines fréquentes. Et puis, je pense que il y a déjà les outils pour ça. Ça fera pas tout le travail. C'est sûr que quand la crise va être finie, ça va être bien que les gens se rencontrent, mais on perd pas tout ça. Pour le moment, je pense qu'il y a moyen de compenser. Il va falloir s'en donner la peine, se donner des structures. Puis là, je parle pas juste de s'acheter des logiciels payants, puis très, très sophistiqués. Je parle surtout d'être là, de se donner des méthodologies. On se rencontre à telle heure tous les jours. Nos rencontres vont se dérouler de telle façon et on réussit à se donner aussi là-dedans du temps pour l'informel.
Donc, c'est de rendre les rencontres plus efficaces, mais ça, il y a déjà des moyens qui existent pour ça. Il y a déjà des structures, il y a déjà des idéologies qui se sont développées. Puis, oui, grosso modo, je dirais que c'est pas nécessairement peine perdue, là, et de toute façon, on n'aura pas le choix de continuer parce qu'on est encore là-dedans pour un bon moment. Merci Marie-Hélène. On va finir par une citation de Carole Lalonde, professeure de management à l'Université Laval, qu'on retrouve dans votre site, auteure du livre intitulé « Organiser la réponse à la crise » en 2008. Alors, elle écrit « Une émeute, c'est une crise, des comportements inappropriés dans un stade, comme des gens qui commencent à se battre. C'est une autre crise. Tchernobyl, c'est un désastre. » Et une autre sorte de crise. Une entreprise qui fait soudainement faillite, ou prenons un cas le plus proche de nous, Desjardins qui se fait voler toutes ses données, c'est une crise. La pandémie aussi est une crise, mais toutes les crises ne font pas appel aux mêmes disciplines. Toutefois, avec la crise du Covid-19, on est confronté à gérer plusieurs scénarios de crise, d'après moi, socio-économique, familiale, intime, affective, etc. Une crise en cachant d'autres. On parle par exemple de violence au sein des familles, des couples, de détresse chez certains, des problèmes aussi liés à la gestion des résidences pour aînés et des problèmes pour aînés qu'on connaît dans plusieurs pays. Finalement, la crise pandémique que nous vivons n'est-elle pas révélatrice ou créatrice d'autres crises sociales sous-jacentes, parfois majeures? À vrai dire, moi, je pense que la crise qu'on a là risque d'avoir des répercussions puis d'entraîner d'autres crises encore qui m'amènent certaines inquiétudes, notamment en ce moment. Bon, vous savez que je suis journaliste et j'essaie de parler à des gens sur des sujets qui sont banals et ce que je me fais dire de la part de ces gens-là, c'est que maintenant, parce qu'on est en contexte de crise, ils n'ont plus le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ils font signer des ententes très serrées avec leurs employeurs, quel que soit le domaine. Là, je comprendrais si on parlait seulement des réseaux sociaux, mais même des gens qui travaillent dans des épiceries disent on ne veut pas te parler, on va signer des ententes, on ne veut pas perdre notre emploi. Donc, il y a un grand contrôle. Il risque aussi d'avoir un contrôle beaucoup plus assidu au niveau du travail. Déjà, dans les recherches que je faisais, on parlait que maintenant, on pouvait contrôler le temps de travail à la maison très assidûment avec les outils qu'il y avait. Alors, disons que là, les gens vont être suivis au droit et à l'œil et c'est encore plus dramatique quand on parle des réseaux sociaux parce que c'est devenu la voie de communication des gens, surtout dans un moment comme celui-ci. Alors, je suis plutôt inquiète pour l'impact que ça pourrait avoir là-dessus. Je suis très optimiste pour la souplesse que ça va donner sur le plan du travail, sur la liberté, peut-être au niveau travail-famille, qui pourrait arriver avec la crise, mais très inquiète pour l'impact que ça pourrait avoir sur la liberté individuelle et la liberté d'expression. Merci pour ce témoignage. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin, pendant la crise, après la crise, quelles leçons, qu'est-ce que ça va révéler comme en tout cas difficulté, ou en tout cas, parce qu'il y a une autre période qui va être la période de déconfinement, hein, qui va être aussi une autre période de transition, la gestion du changement avec des étapes. Différentes, l'étape de l'enfermement, l'étape du déconfinement et puis l'après. Donc, on va suivre ça de près. Puis, je vous remercie pour votre témoignage. Est-ce que vous avez les choses paradoxales quand même qui restent, c'est que je vous parlais d'un passage, la crise, le passage d'un monde à un autre monde. On va passer à autre chose, on ne sait pas quoi. Je pense qu'il y a quand même des notes d'optimisme. Par exemple, l'environnement, où on se rend compte que la Terre se porte mieux. Hein. Oui, ça, c'est quand même assez fantastique. Puis, c'est de voir qu'on se rend compte qu'on en est capable. On se rend compte qu'on est capable de fonctionner avec nos ordinateurs beaucoup mieux, mais on se rend compte qu'on est capable de prendre soin de notre planète et qu'on est capable de se mobiliser pour des choses énormes pour sauver des vies. Donc, je pense qu'on a évolué sur le plan technique. On a appris qu'on pouvait retomber sur nos pattes
qu'on avait des compétences qu'on ne pensait pas avoir. En tout cas, moi, au point de vue technologique, ça a été ça. Mais je pense qu'on a vu qu'on avait un pouvoir communautaire assez incroyable aussi qui va nous marquer pour le reste de notre existence. Merci d'avoir participé à Crise au temps du numérique et au plaisir. Merci.